On va passer maintenant à l'entraînement. On va redescendre un petit peu de nos feuilles pour aller sur des bateaux, j'allais dire un peu plus standards, mais c'est encore le cœur de nos métiers. Je vais demander à Tanguy Le Glatin de me rejoindre, j'allais dire sur scène, c'est un bien grand mot, puisque maintenant on va s'attacher à explorer un petit peu les filières d'accès au statut de skipper. Installe-toi où tu veux, Tanguy, il y a des micros qui marchent partout. On va s'attacher à explorer un petit peu les filières pour devenir skipper aujourd'hui. C'est là aussi un monde qui bouge et un monde qui change. Est-ce qu'il y a encore des voies royales? Est-ce que l'arrivée des bateaux qui volent est en train de changer la donne ou pas? Bon, Tanguy, moi je te connais bien, mais tu vas te présenter un petit peu. On va dire, tu es présenté comme entraîneur de course au large sur le programme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours qui fait que aujourd'hui tu as enlevé ta casquette, tu as enlevé ton ciré, tu ne vas pas sur l'eau et tu as le statut pour venir nous parler à Eurolarge? Donc, moi, j'ai fait une formation de professeur d'éducation physique à l'origine à Brest, à l'UFR STAPS, donc une formation universitaire. Là-bas, j'ai pas travaillé du tout sur la partie nautique en fait. Moi, j'ai pris une option escalade pour découvrir d'autres activités. Logique. Voilà, voilà, faut bien découvrir des nouvelles choses. Après, bon, j'ai appris à faire du bateau quand j'étais petit, depuis assez longtemps. Et après, j'ai eu envie, du coup, après l'université, de refaire un projet de bateau. Et dans ce projet de bateau, on a rencontré la problématique de l'entraînement. Et c'est là qu'est venue l'idée de proposer un service d'entraînement et d'accueil logistique à Lorient pour plutôt de la course au large. Et donc ça a commencé en 2004, puis 2005. Là, on a pérennisé un petit peu l'activité. Et les premiers clients étaient les mini-transats, dont Pierre-Yves. Et après, j'ai commencé à pouvoir entraîner en Figaro, en classe 40. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir aller en IMOCA avec Samantha Davis, parce que le projet Roxy était basé à Lorient. Donc j'ai réussi à aller sur ce type de support. Et puis maintenant, j'ai eu la chance de travailler avec le Gitana Team aussi sur des modes 70, Virbac Paprec aussi. Voilà, en fait, j'ai pu entraîner différents supports. Et les Suisses aussi, je crois. Tu vas beaucoup en Suisse. Tu fais beaucoup le fameux vol Nantes-Genève, Genève-Nantes, qui et puis certains jours est rempli de marins bretons. Qui viennent à Lorient maintenant aussi s'entraîner pour faire de la course au large. Alors, comment est-ce qu'on devient entraîneur? C'est quoi, tu as inventé ton métier en cours de route? Parce qu'on connaît les centres d'entraînement, les pôles France, qui sont des pôles d'excellence, où il y a des entraîneurs avec un cadre fédéral. Toi, tu as inventé ton métier? J'ai pas inventé, ça existait. En fait, la problématique qu'on a rencontrée à l'époque, c'est que en gros, la fédération on propose plein de choses pour les jeunes, plein de choses pour les jeunes qui ont plutôt du talent. Et après, pour les gens qui font des supports qui ne sont pas forcément suivis, parce qu'effectivement, la voile souffre de la multiplicité des supports un petit peu et des épreuves. Alors, on va en discuter après, mais je pense que c'est bien et c'est pas bien. Et du coup, il y a des supports qui sont pas suivis par des entraîneurs. Et notamment le mini-transat, je pense que là, pour le coup, j'étais un peu précurseur avec ce support-là. L'idée, c'était vraiment d'essayer de faire en sorte. On sentait que la voile, elle est en pleine mutation, elle est en train de se professionnaliser. Les gens, ils veulent de plus en plus être performants et ils prennent du plaisir à faire du bateau. Et ils ont besoin, du coup, dans ce plaisir, de maîtriser le support. Quand tu dis la voile se professionnalise, en fait, tu penses même à ce qu'on appelle les amateurs éclairés, qui ont une démarche de plus en plus professionnelle. Oui, je pense que... Sans être athlète de haut niveau au sens fédéral ou du terme. Alors, je suis peut-être mal placé parce que je suis tout le temps dedans. Et effectivement, moi, mon carnet de commandes ou mon planning est de plus en plus rempli, je trouve. Même si c'est de plus en plus au dernier moment, mais il y a de plus en plus de demandes sur de l'entraînement. Et je pense que... et même si on regarde l'évolution du nombre d'inscrits aux courses, et notamment à la course au large, qui est un peu plus ma spécialité, ça ne cesse d'augmenter. Donc je pense que du coup j'ai répondu à un besoin en fait qui existait. Mais par contre c'est lié aussi à la professionnalisation.
je pense qu'il y a de plus en plus d'équipiers qui arrivent à vivre, équipiers, metteurs au point, qui arrivent à vivre maintenant de ce métier-là, et ce qui n'était pas le cas, je pense, il y a quelques années, ce qui était probablement le cas à l'étranger, mais en tout cas pas en France. Comment tu as vu, parce que ça fait presque 10 ans maintenant, enfin ça fait un peu plus de 10 ans que tu fais ce métier-là, comment tu as vu justement les gens, tes clients, évoluer? Alors je pense que ça a évolué avec la structure aussi, mais au début c'était essentiellement des amateurs, parce que justement il y avait les professionnels, on va dire, étaient plutôt axés sur le circuit Figaro et un peu moins sur le circuit Mini. Et du coup les amateurs sont devenus semi-professionnels parce qu'ils voulaient avoir un peu plus de résultats, ils sentaient qu'il fallait passer du temps sur l'eau. Le niveau n'a pas arrêté d'augmenter. Il y a eu aussi des jeunes de l'olympisme qui sont venus en mini, donc du coup ça a fait augmenter le niveau. Et donc du coup ça a augmenté le besoin d'entraînement en fait. Je pense que l'évolution elle est comme ça. Et de là en fait, les pôles ne pouvant pas accueillir tout le monde, il y a eu un surplus et entre guillemets et par chance ces gens-là sont venus me voir. Donc en fait je pense que ça part il y a des gens qui n'étaient pas régatiers qui viennent à la régate, il y avait des régatiers qui sont venus à la course au large. Et donc ça a augmenté la masse en fait générale. Et aujourd'hui, je pense que, si on parle un peu des épreuves, je pense que les gens ils préfèrent faire de la course au large aujourd'hui que de la régate entre trois bouées pour l'instant. Alors on va venir juste après, mais je voudrais finir sur la partie un petit peu entraînement. Pendant ces 10 dernières années, il y a aussi eu un phénomène qui est arrivé, c'est l'éclosion des centres d'entraînement et des centres extra-fédéraux, on va dire, comme à Lorient, il y en a un. Via Lorient Grand Large, il y en a un à La Rochelle, il y en a un à Concarneau qui est en phase de croissance. Il y en a ailleurs dans le sud. Quel rôle ils ont joué tous ces centres-là dans la structuration de la filière? Je pense qu'ils ont amené de la structuration du coureur en fait, essentiellement. Je pense que les projets du coup se sont structurés pour pouvoir venir s'entraîner, pour avoir des bateaux mieux préparés. Du coup, ça a soulevé aussi plein d'interrogations pour les coureurs, savoir qu'est-ce qu'il faut que je mette comme voile, qu'est-ce que je mets comme accastillage, comment je m'équipe, comment je m'entraîne. Est-ce qu'il n'y a que l'entraînement sur l'eau qui est important? Est-ce que non, il y a un peu de suivi médical, forcément. Du coup, forcément, chaque centre d'entraînement en fait, a permis aux différents facteurs de la performance, parce qu'en voile, on a de la chance, on en a plein. On peut jouer sur beaucoup de choses et ça c'est bien. Et du coup, tous ces secteurs-là ont été explorés de différentes manières par tous ces centres-là et par tous ces skippers en fait. Est-ce qu'on peut dire que le développement de l'entraînement, ça a augmenté le marché de la course au large? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient s'entraîner ici, il va mettre plus de matos sur son bateau, il va plus consommer, il va consommer différemment parce j'espère il va moins casser du coup parce qu'il va mieux utiliser son matériel. Par contre, je pense qu'il va plus naviguer, donc il va plus l'user. Et puis il va plus facilement suivre les évolutions parce qu'effectivement ça évolue assez vite quand même la voile. Voilà, en ce moment ça va très très vite. Et du coup c'est pas forcément lisible ou accessible pour la plupart en fait. Pour tous les gens qui font pas les semi-professionnels en fait, les gens qui font ça pour le plaisir en fait. Alors même chose sur cette décennie d'entraînement et sur les années à venir. Est-ce que tu as vu se mettre en place des parcours types, c'est-à-dire des gens qui arrivent et qui ont fait un petit peu de bateau, qui ont fait un peu de circuit voile, un peu sport, et qui veulent se mettre à la course au large et qui rentrent dans une logique de trajectoire. Je fais d'abord de la voile olympique, après du Figaro, après de l'IMOCA, ou alors je fais d'abord du mini, après du Figaro, où je passe directement en classe 40. Est-ce qu'il y a des trajectoires types que tu as vu se mettre en place? Non, je dirais pas de... Parce qu'on les a en tête, hein. Tout le monde pense que le mini c'est que pour les jeunes, après il faut obligatoirement passer au Figaro, après c'est l'IMOCA, etc.
Non, non, alors moi c'est sûr, du coup j'ai commencé par le mini. Après c'est sûr qu'on a eu la chance ici à Lorient d'avoir des gens qui ont réussi à grandir. Quelqu'un comme Thomas Ruyant par exemple, il est passé du mini au Figaro et maintenant à l'IMOCA. Quelqu'un comme Adrien, il a fait aussi mini, Hardy, il a fait mini, Figaro, et puis voilà, il a la chance de pouvoir partir en IMOCA avec Thomas sur la Transat Jacques Vabre. Donc voilà, mais c'est pas des gens qui sont forcément sortis de l'olympisme. Après, ce qu'on peut dire, c'est à l'entrée sur le profil des gens qui viennent faire du mini, il y en a 3 grands en fait, je pense. Il y a le gars qui sort de l'olympisme qui se dit tiens, la course au large c'est quand même pas mal, et puis c'est une bonne solution aujourd'hui pour en vivre, pour devenir skipper, ou il faut pouvoir faire de la course au large. Donc du coup les gars ils rentrent de l'olympisme et ils montent leur projet, et au final le projet le plus accessible c'est souvent quand même financièrement parlant, c'est le projet mini, parce que c'est attachant et puis ça coûte pas grand chose on va dire. Ensuite il y a le quarantenaire, 35-40 ans, qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de se faire une transat, qui va faire ça de manière complètement amateur ou de manière semi-professionnelle. Il va détacher du temps sur un an et demi pour pouvoir vraiment s'appliquer à bien se préparer, et voilà. Donc, mais c'est plus le projet d'une vie. Enfin, c'est le rêve en fait accompli de réussir à faire une transat. Et au final, c'est pareil, le mini c'est quand même la solution presque la moins chère. On a quelques cas en Figaro sur la G2R. Mais où la performance est plus dure à atteindre parce qu'on se confronte à des professionnels qui font ça à plein temps, et du coup la possibilité de faire un bon résultat est quand même complexe, quoi. Enfin, voire improbable. Donc du coup les gens préfèrent se dire autant faire un petit résultat en mini transat. Et puis après, il y a les gens qui ont fait un tout petit peu de bateau, de la croisière, qui ont fait quelques stages au Glénan ou quelques cours de voile à l'UCPA ou des choses comme ça, qui se disent ouais, je ferais bien un peu de large, quoi, voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. Et du coup voilà. Et ces gens-là, il y en a qui vont le faire en pur amateur. Et puis il y a des gens qui vont trouver un budget et puis voilà, et qui vont réussir à grandir. Donc moi, j'ai pas vu de typologie, et en 40 pieds, on voit un petit peu la même chose. Il y a des gens qui, entre guillemets, sortent qu'on ne connaît pas et qui trouvent des bons budgets et puis qui arrivent à faire des bonnes performances. Du coup, tu penses qu'il y a une trajectoire idéale quand même? Non, je pense que t'aurais un jeune gars là, qui arrive avec 18 ans et il te dirait Monsieur Le Glatin, je veux devenir coureur au large, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? S'il est passionné, c'est très bien. Je pense que c'est la première chose en fait, c'est l'envie. Je pense que c'est l'envie qui fait que les projets avancent. Et après, c'est sûr, il y a le problème financier, hein, ça c'est certain. Après, je pense que quelqu'un qui est passionné, il arrive à vendre son projet et à s'investir suffisamment, manger des pâtes tout l'hiver pour réussir à se payer sa transat et se faire plaisir. Et souvent, la performance est liée aussi à ça, quoi. Le confort n'est pas toujours signe de performance, hein. Enfin, c'est pas toujours vrai, quoi. Au contraire, des fois. Mais du coup, tu lui recommanderais quoi? Tu lui recommanderais d'aller bouffer un peu d'olympisme avant de faire du mini puis du Figaro? Tu lui recommanderais Non, parce que pour toi, il n'y a pas de trajectoire idéale. Non, il n'y a pas de trajectoire idéale. C'est sûr que quelqu'un qui sort de l'olympisme, il a le fond de base pour être bon régatier. Ça, c'est certain. Il ne fera pas d'erreur de trajectoire. Il sait bien régler son bateau. Après, il y a quelques éléments qui lui manquent quand même. Régler un bateau sur les allures un peu compliquées, avec un état de mer un peu fort. Après, il y a le fait d'être marin, parce que la course au large, c'est quand même d'être marin. Après, je pense que, on va peut-être en parler, mais il y a des nouveaux circuits qui arrivent. Et du coup, ça risque de scinder un petit peu plus les profils. On va y arriver aussi. J'ai ma petite fiche avec toutes les questions dans l'ordre. Je voudrais juste qu'on parle un peu du Figaro, parce que tu as beaucoup parlé de mini, parce qu'on sait que c'est une classe qui est chère à ton cœur. Ce qui dans les schémas de fonctionnement de beaucoup de gens, tout le monde pense que, les gens voient pas forcément ça comme une première marche vers d'autres supports. Il se trouve que ça peut être régulièrement le cas.
est-ce que tu penses que le mini, quoi, enfin la classe mini en tant que marge d'accès à la course au large, c'est un support qui n'est pas encore forcément reconnu. Ne serait-ce que parce qu'il ne rentre pas dans le giron fédéral, il n'y a pas de... Bah, si, ils sont quand même reconnus. Maintenant, il y a un titre de champion de On France. a beaucoup progressé. Ouais. Enfin, voilà. Et après, je pense que l'accès à la course au large aujourd'hui, il se fait. Enfin, il y a plus de nombre de gens à faire de nouveau, à réussir à faire du mini qu'à faire du Figaro. Et en plus, la compétence demandée au départ est quand même un peu plus faible en mini qu'en Figaro. Donc forcément, quelqu'un qui sort de l'olympisme, je pense que son envie, elle serait plus de faire du Figaro. Sa culture l'emmène vers le Figaro. Voilà, sa culture l'emmène vers la monotypie pure, vers ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des skippers des gros bateaux sont passés par le solitaire du Figaro. Donc du coup, c'est un peu la voie tracée. Maintenant, je ne sais pas si... Enfin, il y a quelques jeunes qui arrivent à rentrer directement par le Figaro aussi. Hein, donc, ma deuxième question, du coup, c'est est-ce que le Figaro, c'est obligatoire dans ces trajectoires-là? Pour le moment, oui, ça le reste. Après, je suis pas. Moi, j'ai toujours dit, je pense que quelqu'un qui a fait du proto, par exemple en mini, si on lui donnait un budget en IMOCA, je pense qu'il serait loin d'être perdu. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire pas mal d'innovation, des choses comme ça. La problématique, c'est plus peut-être la conception du projet au départ. Ou comment devenir skipper, comment s'occuper bien de ses partenaires, trouver de l'argent, monter une équipe, gérer son projet. Je pense que c'est plus ça où le circuit Figaro t'amène à être plus centré là-dessus et à passer moins de temps à développer ton bateau, parce que tout le monde a à peu près le même bateau, même s'il faut y passer du temps. Ouais, moi je le verrais plus comme ça, c'est plus dans l'apprentissage de la gestion de projet où au final la gradation c'est plus une gradation financière et du coup de sponsoring qui va bloquer les gens plus que la compétence technique. Je pense que la compétence technique tout le monde peut l'acquérir. Ça s'acquiert, ouais. Est-ce que, alors on y vient, est-ce que les nouvelles formes de voile, très visuelles, plein d'adrénaline avec ces bateaux qui volent, est-ce que ça va pas changer un petit peu la donne? Est-ce que c'est pas déjà en train de changer la donne? Est-ce que quand on est un jeune marin et qu'on veut devenir skipper pro, est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller s'acheter un mote à foil et d'enchaîner des heures de vol plutôt que d'aller faire du mini ou du Figaro? Ben oui, c'est sûr. Enfin, je pense que Faire les deux. Idéalement, comme tout marin, faut être complémentaire. Bon, j'aurais dû poser la question à Gurvan, mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va faire que du volant, est-ce qu'il peut oublier toutes les notions de bateaux plus classiques? C'est un peu ça. Est-ce que toutes ces sensations-là, au final, elles vous ont probablement servi quand même, même s'il faut réapprendre. Je pense que c'était quand même une bonne base, j'imagine. Ouais, il faut que tu répondes. Non, le bateau volant, effectivement, ça requiert quelques compétences un peu particulières, mais finalement, la base, elle reste la même. Hein. Déjà, on ne vole pas 100% du temps quand on quitte le port ou la plage. Quand on revient, ça reste un bateau classique. Donc, et au début, on est certes centré sur le foil, mais assez vite, à niveau de foil égal, celui qui va bien régler ses voiles, choisir sa trajectoire et autres, donc les choses classiques de la voile, sera meilleur de toute façon. Donc non, les fondamentaux, et c'est bien pour ça que je n'enterrais pas ni le 420, ni l'équipe ou autre, parce que les fondamentaux, il est faux. Et heureusement que toutes ces filières existent, aussi bien en monocoque qu'en kata. Est-ce que ça veut dire que le profil du skipper du futur ou du jeune marin du futur, c'est pas quelqu'un qui très jeune rentre dans la structure qui est mise en place par l'ENV, puis derrière enquillera une mini transat et du Figaro? Ça va faire des marins hybrides sacrément. Ouais, je pense que on a la chance en voile d'avoir une multiplicité de supports, que ce soit du kite, la planche,
le kata, le monocoque, les bateaux avec des quilles et tout ça. Et ben, je pense que quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui sait à peu près tout faire et qui va surtout s'intéresser à tout. Je pense que la glisse à proprement parler, ben, elle est nécessaire à faire tous les. Et le soir après le travail, il faudra qu'il aille surfer. Bien sûr. Après les devoirs. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est de voler. Je suis assez d'accord avec Gurvan. L'avenir, il est de voler, c'est certain. Après, tous les supports, pour l'instant, vont pas pouvoir voler. Il y a des circuits qui vont pas changer tout de suite. Donc, je pense qu'il faudra multiplier les compétences, en fait. Enfin, les sensations. Il faudra quelqu'un qui aura essayé de tout faire, enfin entre guillemets, enfin qui aura touché à tout, sera forcément meilleur, plus performant que quelqu'un qui sera spécialisé, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Après, on voit que je pense que du coup le plus dur dans tout ça, ça va être qu'est-ce qu'on vend à qui, quoi. Parce que bon, c'est bien hein, d'être moteur et d'avoir envie, et je pense que d'être motivé, c'est la base pour un jeune qui arriverait aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais ? Je fais du mot ou je fais du flying phantom ou je fais quoi ? Ou effectivement je me mets course au large, je fais des convoyages. Voilà, j'aurais fait 6 transats à l'âge de 18 ans et je vais vendre ça. Mais l'envie elle n'est pas suffisante, c'est qu'à un moment il faudra trouver de l'argent pour réussir à naviguer. Donc il y a des structures qui se mettent en place qui vont leur permettre d'apprendre à voler à moindre coût. Je pense que ça c'est un point très important. Mais derrière, il va falloir s'ils veulent monter leur projet, qui se confrontent au marché. Voilà, au marché. Et du coup, qu'est-ce que vont acheter les sponsors ? Et quel circuit on va leur proposer ? Alors, juste avant, je voudrais tu me dises ce que tu penses de l'impact du changement de support du Tour de France à la voile. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « Ah, mais maintenant, c'est des générations entières qui ne vont plus apprendre la course au large. Regardez tous les régatés qui sont passés par le Tour, etc. etc. Maintenant, ils rentrent le soir, ils dorment à l'hôtel, ils démontent leur Diam 24. » Qu'est-ce que tu penses de ce changement ? Est-ce qu'il a un impact sur les filières d'accès à la course au large ? Non, enfin, de toute façon, il est trop tôt pour le dire, s'il y a un vrai impact. Ce qui est, entre guillemets, regrettable, c'est qu'il y avait très peu de bateaux de club, en fait. Donc effectivement, c'est le nombre de jeunes qui peuvent naviguer sur le Tour. Je pense que c'est plutôt ça, c'est le nombre. Encore une fois, plus la pyramide est large en bas, ben, plus il y a de gens à pouvoir être motivés et puis à continuer. Mais après, que les gars fassent plus d'étapes de nuit ou apprennent plus la navigation au large, bon, voilà, ils peuvent en faire ailleurs. Et puis il y a plein de courses qui proposent ça maintenant. Donc je pense qu'ils ont d'autres opportunités pour apprendre, pour découvrir le large. Maintenant, ça ouvre aussi une nouvelle typologie de coureurs aussi. Et je pense que ça c'est plutôt bien. Quelle typologie de quoi ? Bah, des gens qui vont être beaucoup plus sensitifs, intuitifs, notamment sur la construction des parcours, des gens qui vont être vraiment spécialistes du petit parcours. Alors, on en a avec l'olympisme, mais là c'est encore un peu différent parce que c'est des fois dans des espaces très contraints, avec forcément on va rechercher un peu plus ils vont rechercher un petit peu plus le spectacle, donc du coup voilà, ça fait des situations un peu différentes, des nouvelles stratégies de course. Donc ça forme le marin à d'autres raisonnements que la voile classique. Et je pense que ça c'est plutôt bien. Dans ce monde-là et dans cette nouvelle typologie de coureurs que tu décris, qu'est-ce que ça pèse encore la voile olympique aujourd'hui ? Qui a longtemps vécu et qui vit un petit peu moins à part de la course au large. Les passerelles se sont améliorées, mais est-ce que ça reste encore un lieu de formation important ? Ah bah oui, je pense que y compris avec les nouvelles formes de voile qui arrivent, quoi. Oui, je pense que malgré tout, l'olympisme reste quand même la formation pour l'instant numéro 1 du régatier, je pense. Après, c'est sûr que
si toute cette nouvelle typologie de course, type Tour de France, type extrême, bon, les extrêmes, ça fait un moment que ça existe, mais en France, il y a quand même très peu d'équipes qui l'ont pratiqué, il y a très peu de coureurs français qui l'ont fait. Je pense que ce nouveau profil et puis le fait que ces épreuves-là passent éventuellement en bateau volant, bah, c'est sûr que là, les gars qui ont fait de l'olympisme, il va falloir qu'ils apprennent à voler rapidement, quoi. Ça, c'est à peu près sûr. C'est là où on va voir si les jeux réagissent vite à ce type. Bah, ils viennent de mettre la pétanque au jeu, donc ils peuvent mettre des bateaux qui volent. Ça devrait une adaptation qui devrait être faisable. Ouais, ou garder. Avec le NACRA, déjà, il y a eu un changement. C'est pas un bateau qui vole, mais c'est un bateau qui peut sauter, quoi. Ouais, si, ouais, ça fait des bons. C'est ça. Une dernière question. Au début de la conversation, tu disais que les gens avaient envie de course au large et que ces épreuves-là se développaient et que du coup, les jeunes qui ne pouvaient plus faire le TFFV ancienne manière pouvaient aller sur ces courses-là. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette analyse-là? Ouais, j'avais noté 2-3 trucs en fait. T'avais préparé. Donc il y avait depuis quelques années en fait, on voit qu'il y a des épreuves, des nouvelles épreuves qui arrivent, comme le record SNSM, le Tour de Belle-Île, l'Armen Race. Et en fait, c'est des épreuves qui n'arrêtent pas de grossir. Donc j'avais noté quelques chiffres. Tour de Belle-Île, l'Armen, ils sont passés de 100 à 195 inscrits entre la première et la deuxième édition, je crois. Yves est là, donc il doit savoir. La dernière, il y avait un petit peu moins, mais parce que dans le calendrier, c'était peut-être un peu moins pratique pour certains bateaux. Mais voilà, le Tour de Belle-Île, il y a 471 bateaux maintenant. L'épreuve référence en Bretagne, c'était le SPI Ouest France. L'année dernière, il y a eu 380 inscrits. Donc, il fut une époque, il fallait s'inscrire au salon pour le SPI Ouest. Ouais, il y avait 500 places. Maintenant, il y avait des listes d'attente. Et voilà. Donc, je pense que les gens, oui, ils ont envie de faire différemment. Le Fastnet, il y a eu des listes d'attente énormes cette année. Ils ont même refusé des supports qui étaient ouverts. C'est rempli en 24 heures, ouais. Pas 24 heures. Il y avait des classes qui étaient ouvertes, qui étaient open normalement, qui étaient hors quota au Fastnet. Et ils ont fermé parce qu'ils avaient trop de monde. Donc oui, je pense que les gens, ils ont envie de large, ils ont envie de faire plus simplement. Je pense que les gens, ils préfèrent, ils s'orientent vers de l'équipage réduit, qui est plus simple à gérer. Et je pense que ça fait un peu plus rêver d'aller tourner le phare d'Armen ou faire le tour du Nil plus que tourner le phare d'Armen, c'est. Mais ça peut être dangereux. Mais par contre, c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je pense qu'effectivement, le multicoque, à mon avis, est plus approprié, entre guillemets, aujourd'hui, va faire beaucoup plus plaisir aux gens pour régater entre 3 bouées. Et donc, aller vers le Tour de France à la voile avec des supports légers, faire de la régate monotype entre 3 bouées avec des supports légers qui vont vite, voire qui volent. Je pense que ça, c'est ce que veulent les gens parce qu'ils cherchent la sensation. Et je pense que c'est un peu pour ça que le désaveu de l'IRC notamment, quoi, qui va difficilement vers des bateaux fun, vite, légers. Ils y avancent, hein, mais alors c'est à coût de 100 kg en moins et les bateaux sont très lourds au départ. Et du coup, il faut beaucoup de monde. Il faut trouver des équipages, c'est que de la régate entre 3 bouées, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Tanguy ? Oui. Un autre Tanguy. C'est une conversation quasiment privée en fait. Ouais. Deuxième de la première étape de la Nous avons dans la salle, l'un à côté de l'autre, nous avons le premier de la première étape de la Mini Transat en bateau de série et le second. Tanguy, qu'est-ce que tu penses du large et des foils ? Est-ce que tu penses qu'un jour on verra par exemple des Figaro sur foil ? Ben ça, tu poseras question la pour Yannick Livory cet après-midi. Yannick Livory qui est juste à 3 étages dessous. Je parle du Figaro, mais de la course au large en général en fait. Bah, je pense qu'on va y venir. Enfin, d'ailleurs, déjà la classe mini, ils vont ouvrir le cadre, donc ça va ouvrir des possibilités. Il y a Simon Coster sur la Transat là, qui est un bateau avec des foils. Après, ils volent pas encore. Mais oui, je pense qu'à terme, les bateaux, ils vont voler. Gitana, je sais pas à quel stade ils en sont, mais pour l'instant, ça commence à voler sur un gros bateau quand même déjà. Donc après, est-ce que
la course au large volante en solitaire ou en double, ça, je pense que c'est c'est encore une autre question, mais bon, voilà, voilà, ça a commencé en 1981, c'est ça, enfin, voire avant. Voilà, maintenant, voilà, ça fait que en 2012-2014 que enfin on a des bateaux qui régatent en volant. Donc après, on est capable de se dépasser. La technologie va encore évoluer. On fera des bateaux probablement plus stables en vol, avec des systèmes de régulation. Je pense que la législation va changer sur le fait de est-ce que tu dois toujours manipuler manuellement ou pas. Je crois que les GC32 ils sont passés au foil électrique, je crois, à Marseille, ils faisaient des essais, je crois, pour que ce soit moins physique et plus facile à gérer aussi. Donc je pense que aujourd'hui, il y a des limitations technologiques et techniques pour que la course au large vole. Après, je pense que déjà en équipage, je pense que c'est un peu plus faisable, envisageable en tout cas. En tout cas, il y a pas mal d'équipes qui y travaillent. Maintenant, voilà, à terme, je pense qu'il faut que les règlements de course changent ou s'adaptent. Et puis, mais oui, je pense qu'un jour, on va y arriver. Dans combien de temps, c'est dur de répondre, mais je pense que ça, oui, on va y arriver. Oui. Tanguy, une question de Corentin Deguet au premier rang. Est-ce que tu as envie de faire la mini en volant ? Carrément. C'est la jeunesse, Corentin.